Allez, on y retourne. Deuxième tentative. Rebonsoir à tous. Re-bienvenue dans les Jeux de 20h24. On est à J-1000 de Paris 2024. Pendant 2 ans et demi, on va vous faire vivre le quotidien de 4 athlètes français. Parmi eux, Valentin Belot, Alexia Richard et Alexis Felu qui sont avec nous ce soir. Donc, on fera un live sur Twitch tous les 15 jours. Donc, forcément, ils sont 4, donc ils viendront nous voir une fois tous les 2 mois chacun. Et on sera aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, pour vous faire partager leur quotidien et leur préparation. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour les présenter, pour que vous soyez plus familier avec eux. Alors, Valentin, on va parler un peu de toi, donc tu vas pouvoir démuter ton micro. Voilà, c'est la première. Bonsoir à tous. On apprend tous ensemble. Bonsoir, Valentin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, Valentin, on va te présenter en premier parce que forcément, double champion du monde de pentathlon moderne. C'est un palmarès qui commence à être très intéressant. Double champion du monde individuel, mais il y a plus de titres encore avec les relais, le par équipe. On arrive à 6 en tout. Raconte-moi un peu ce que c'est ton sport, déjà le pentathlon moderne. C'est pas forcément quelque chose qu'on connaît tous. Et un peu aussi comment tu es venu à ce sport-là. Du coup, le pentathlon moderne, il se compose de 5 épreuves. Une épreuve d'escrime, une épreuve de natation, une épreuve d'équitation, une épreuve de tir et de course à pied combinée, un peu à l'image du biathlon. Et je suis venu au pentathlon assez jeune parce que j'étais hyper actif et du coup, le sport a été assez vite obligatoire dans ma vie pour que je puisse rester à l'école. Du coup, j'avais commencé par le judo et au hasard, j'habitais à Paris et j'avais un club de pentathlon à côté de chez moi. Et du coup, je m'y suis essayé, j'ai été piqué, ça m'a beaucoup plu. J'avais tendance à m'ennuyer vite et avec le pentathlon, au bout d'une heure dans une épreuve, on passait à une autre épreuve. Et c'est comme ça que j'ai démarré le pentathlon et que je m'y suis accroché. Et du coup, jusqu'à 14 ans, je me suis entraîné en club et après, je suis parti en pôle espoir dans les Pyrénées-Orientales à Font-Romeu pour 4 années. Et une fois le bac en poche, j'ai été recruté par l'équipe de France qui s'entraîne à l'INSEP à Paris. Et du coup, dans le pentathlon moderne, on commence par l'épreuve d'escrime. L'escrime, on tire à l'épée, c'est-à-dire qu'on a le droit de toucher l'adversaire sur toutes les parties du corps. On a 1 minute et une touche pour se départager. Si au bout de la minute, on ne s'est pas départagé, c'est une défaite pour les deux adversaires. En finale, on est 36, donc ça nous fait 35 assauts. Et à la fin des 35 assauts, du coup, on a un ratio qui nous donne des points. Ensuite, on enchaîne sur une épreuve de natation, un 200 mètres nage libre. Après quoi, on passe à l'équitation. Et ce qui est atypique dans notre sport, c'est qu'à l'équitation, on tire au sort son cheval. Donc l'organisateur de la compétition fournit un lot de 25 chevaux qui sont essayés sur un parcours de saut d'obstacle à 1,20 m avec 15 sauts. Et tous les chevaux qui réussissent le tour sont mis dans le pôle de départ. Et du coup, à l'issue des 2 premières épreuves, on tire au sort son cheval. On a 20 minutes avec lui pour faire connaissance sur une carrière à côté du tour. Et après, on part sur le tour. Et le but, c'est de faire un parcours sans faute. Toute barre tombée ou tout obstacle refusé ou dérobé sont des points de pénalité. Et du coup, ça nous donne encore des points après l'épreuve. Après ces 3 premières épreuves, du coup, on a un total de points. Celui qui a le plus de points part en tête sur la dernière épreuve, une épreuve de combiné. Et un point de retard, c'est une seconde de retard. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du classement. Et la dernière épreuve, épreuve combinée, c'est une épreuve de tir et un 800 mètres en course à pied, enchaîné 4 fois. Donc 3200 mètres à courir et en tir, c'est 5 cibles à chaque fois allumées, donc 20 cibles. Donc voilà pour le pentathlon. J'ai pas réussi à vraiment confirmer l'info pour être sûr, mais il me semble que tu as un peu le record du monde officieux, en tout cas le meilleur chrono sur ce combiné, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai eu le record du monde en 2016, 2017. Il a été rebattu depuis. Et là, comme il y a une nouvelle Olympiade qui se lance, le format change encore. Donc on sera plus sur 4 fois 800 mètres, mais sur 5 fois 600 mètres. Donc ça va encore changer. Donc les premières compétitions vont établir les premiers records du monde. Donc j'espère pouvoir le reprendre à nouveau. Et donc tu as participé 2 fois au JO avec une réussite un peu en deçà de ce que tu as pu connaître sur les championnats du monde, 20e à Rio, 11e à Tokyo, et j'avais du coup écrit dans le petit texte de présentation que j'avais publié sur nos réseaux sociaux que ton objectif pour Paris était très clair. J'avais mis une petite médaille d'or. Est-ce que c'est ça?
Ouais, tout à fait. J'y vais pour pour la plus belle des médailles. Après, ça fait 2 fois que je m'y essaie et que je passe à côté. En 2016, je gagne les championnats du monde 2 mois avant les Jeux. J'étais plus jeune champion du monde de mon sport et j'avais du mal à gérer la pression sur mes premiers Jeux à côté. Suite à ça, je décide de monter mon projet, recruter mes entraîneurs. Et avec tout ça, on fait une belle team. En 2019, un an avant la date théorique des Jeux, je refais champion du monde avec une nouvelle équipe. J'avais ajouté une psychologue aussi dans mon équipe. Je me sentais prêt. Le confinement est passé par là et quelques soucis de santé. Et cette année supplémentaire a été un peu difficile. J'arrive blessé aux Jeux Olympiques avec des douleurs de dos et du coup, je peux pas faire mieux que 11e. Donc, notre deuxième invité, Alexis Felu. Bon, heureusement que tu vois pas trop la photo d'illustration de Jamie parce que je l'ai pas très bien détouré. Tu as perdu un peu de carrure, un peu d'épaule, un peu de bras, mais Déjà que j'en ai pas trop. courir, c'est pas trop grave. Donc, Alexis, toi, ta discipline, c'est le 3000 mètres steeple. Donc, comme son nom l'indique, une course de 3000 mètres. Et steeple, raconte-nous un peu ce que ça veut dire. C'est quoi un peu la touche spéciale de cette course? Et ben en fait, c'est comme Valentin à cheval, c'est une course d'obstacles, sauf que nous, on n'a pas de chevaux du coup. Mais ouais, en fait, c'est 3000 mètres sur la piste, donc 7 tours et demi, où en fait, on a 5 obstacles par tour, donc 4 barrières qu'on appelle, donc ça en soi, c'est comme une haie, une grosse haie, qui est placée à 91 cm. Et on en a une où derrière, on a de l'eau, donc on appelle la rivière. Ça à chaque tour, donc 7 tours ou 5 obstacles, donc au total, on en a 35 tout au long de la course. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de à quel point ça te fait ralentir un peu? Ton record sur 3000 mètres, c'est quoi? Ton record sur 3000 mètres steep, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire? Parce que moi, pour avoir expérimenté, je sais que ça fait vraiment mal aux jambes et que c'est pas la même discipline, quoi. Ouais, bah moi je vais être un mauvais exemple parce que j'ai un meilleur record au 3000 cibles qu'au 3000 plats, mais Un ça vrai vient du fait steeper. que le 3000 plats, ça se court pas beaucoup en compétition et que j'en ai pas fait récemment. Mais grosso modo, on dit qu'on perd après ça dépend des athlètes, mais entre 20 et 25 secondes entre un 3000 steeple et un 3000 plats. C'est vrai que c'est ouais, l'enchaînement des obstacles qui laisse pas mal de traces musculaires et c'est ce qui fait que qu'on va moins vite sur la globalité de la course. C'est une discipline à la fois où les Français ont fait des très belles choses depuis presque 15 ans, mais qui est aussi dominée par quasiment un seul pays, le Kenya. Tu vas souvent t'entraîner là-bas. Ce sera la 8e fois que tu y vas cet hiver. Raconte-nous un peu pourquoi cette domination. Alors, je dirais que cette domination, elle vient de leur qualité physique, qui je pense, vont très bien avec le 3000 mètres steeple. Le fait d'avoir des relances tout le temps, ils sont très très bons sur ça. Et après, c'est vrai, comme tu l'as dit, en France, on a eu de beaux résultats ces dernières années. Et je pense que du fait que techniquement, les Européens, on est meilleurs qu'eux, et ce qui permet de rivaliser sur cette course, ce qui est beaucoup plus compliqué sur 5000 ou 10 000 mètres. Mais ouais, ils ont des qualités physiques qui correspondent très très bien au 3000 mètres steeple. Et Et comme donc, tu l'as dit, là-bas, c'est une discipline, c'est la discipline phare. C'est voilà, là où Constantine ne gagne pas aux Jeux Olympiques, mais ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Donc, je pense qu'ils essayent tous à un moment ou à un autre de passer par là, par le 3000 mètres steeple. Donc, ce qui fait que il y a un gros vivier et forcément des bons résultats. et toi, ce qui t'a séduit, pourquoi le steep, pourquoi pas le 1500 mètres, pourquoi pas le 5000 mètres? Bah moi, dans le demi-fond, j'ai un peu tout essayé. Et vraiment, l'épreuve que je préférais, c'était le steeple, du fait que je trouve ça moins lassant qu'une autre course. On doit toujours se concentrer sur quelque chose, un obstacle. Donc, je trouvais ça moins monotone, on va dire. Et de plus, pareil, c'est ce qui correspondait le plus, je pense, à mes qualités. Je suis plutôt bon techniquement, donc forcément, bah, ça aide. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé et spécialisé sur 3000 mètres steeple. Et donc, tu as signé une saison 2021 vraiment exceptionnelle avec le titre de champion de France, un nouveau record, 8 minutes 18. Alors, essayer d'aller sur la piste et de faire un 3000 même sans barrière à 8 minutes 18, clairement, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient, voire aucun. Et forcément, évidemment, cette 12e place aux Jeux Olympiques. Carton plein, hein, franchement. Je crois que si on t'avait dit ça l'hiver dernier, tu aurais signé dès demain. Ouais, tout à fait, eu une très belle saison. 6 mois avant les Jeux, j'aurais pas spécialement pensé y participer.
Mais voilà, ces derniers temps, j'avais mis beaucoup de choses en place, que ce soit à l'entraînement ou à côté. Je me suis entouré d'une prépa mentale, d'une nutritionniste. On a rajouté des choses à l'entraînement qui m'ont fait énormément progresser et ça a fait que dès mes premières séances de l'été, des séances spécifiques au style, j'ai vu que j'étais vraiment bien et là je me suis dit ouais, il y a peut-être moyen de faire les minima pour les Jeux Olympiques. Mais encore fallait-il être dans les 3 meilleurs Français parce qu'on était 4 à avoir fait les minima et avec 3 places. Du coup, ça passait par les championnats de France et ouais, en m'imposant là-bas, j'ai validé mon ticket et une belle première expérience olympique derrière. C'est vrai que même au-delà de ce que tu as pu faire toi, l'équipe de France se porte vraiment très bien sur ces distances. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on aurait quatre steeplers, ouais, sur le steeple encore peut-être, mais qu'il y aurait des Français qui ne seraient pas qualifiés en demi-fond parce qu'il y a déjà trop de Français qui ont fait les minima, c'est très bon signe. Ouais, tout à fait. Le demi-fond, de manière générale, en France, se porte très très bien. On a une super génération qui est encore un peu jeune pour briller au niveau international. C'est surtout la génération 97-98. Donc voilà, là, il nous faut encore prendre un petit peu de maturité. Mais ouais, on est une super génération. On s'entend tous très bien. On se regroupe régulièrement. On se tire tous vers le haut. Et ce qui fait que ouais, les perfs augmentent. Je pense que c'est ouais, de très bon augure pour la suite. On a une question pour toi dans le chat d'Aurélien qui nous dit pour l'ambition 2024, est-ce que ça peut vraiment te servir d'avoir fait ces JO-là, d'avoir vraiment cette première expérience? Ouais, bien sûr. Je pense que, enfin, je suis même, au moins, je vois ce que c'est, je vois comment ça se déroule, je sais ce que c'est le village olympique. Et ouais, je suis certain que ça m'aidera beaucoup pour 2024. Bienvenue à toi aussi, Alexia. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tu vas représenter un peu les sports collectifs pour cette émission. Des sports co qui nous ont bien fait vibrer à Tokyo, mais malheureusement, il n'y avait pas le beach volley comme depuis 2004. Pas de beach volley français aux Jeux depuis Athènes. Mais je crois que cette fois, tu peux me le dire, pour Paris, c'est sûr, il y aura au moins une paire chez les filles, au moins une paire chez les garçons. Alors c'est sûr, ouais, on a la chance d'avoir un quota minima pour les Jeux de Paris. Donc il y aura une équipe féminine, enfin, j'ai envie de dire, aux Jeux Olympiques de Paris. Et une équipe masculine également. Et du coup, comment est-ce que ça se passe pour aller se qualifier en beach volley? Quels sont les différents critères que tu peux remplir par rapport à l'athlétisme où il y a forcément un chrono, une place en grand championnat, aux championnats nationaux à faire. Pour toi, comment ça se passe? Alors nous, il y a plusieurs types de qualifications. C'est un peu différent, je pense, de l'athlétisme. On a ce qu'on appelle les TQO, les tournois de qualification olympique, qui sont les Continental Cup, donc par continent. Le vainqueur de ce tournoi gagne son ticket pour les Jeux Olympiques. Ensuite, il y a une autre manière, c'est d'intégrer le top 15 mondial. Et ensuite, il y a d'autres tournois au cours de l'année, juste avant les Jeux Olympiques, pardon, où on peut gagner son ticket également pour les Jeux Olympiques. Moi, j'ai une petite question Et sur même ça. question. Vas-y. Il me semble que j'avais vu cet été que dans les qualifications, en gros, une paire, mettons, qui était peut-être dans les 15 meilleurs ou je sais pas, qui était déjà qualifiée, pouvait décrocher une place en remportant par exemple un tournoi de qualification pour une autre paire de son pays. C'est exact ce que je dis, Ouais, parce que tout à j'ai fait. trouvé ça un peu spécial sur le moment. Et, Alors, c'est possible. En fait, sur les TQO, par exemple, on enlève les 15 premières mondiales. Et donc, c'est celles qui sont de 15 à 30 qui se battent pour un ticket. Et ok, ensuite, sur les Continental Cup, c'est un peu comme la Coupe Davis, 2 équipes par pays. L'équipe 1 joue la 2, la 2 la 1, et puis s'il y a un partout, un golden match. Et donc là, en fait, vous pouvez faire intervenir jusqu'au dernier tour de qualification une équipe qui est déjà qualifiée, donc généralement qui fait partie du top 15 mondial. Mais par contre, pour le dernier tour, elle ne peut pas être présente. ok, Donc elle peut par contre amener l'équipe un peu comme la Coupe Davis jusqu'à la fin. Et à la ok, fin, les 2 équipes doivent se débrouiller sans les paires leaders. ça marche. Et quand on t'écoute un peu dans d'autres interviews, quand on te lit, quand on te suit sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui tient à cœur, c'est de briser cette image de sport de plage. Le beach volley, c'est pas pour aller bronzer au bord de la mer, quoi. Raconte-nous un peu pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est pas la réalité de ce sport. Bon, déjà, si c'était pour bronzer, je serais pas aussi blanche.
Mais non, c'est vrai que on va dire un stéréotype qui a été beaucoup mis en avant dans le beach volley, surtout chez les filles catégorisées beach volley, sport de plage, bikini. On a eu beaucoup sur les médias, on peut voir qu'il y a beaucoup de commentaires. C'est un sport de touristes, c'est ce qu'on fait au camping paradis, voilà, tout ça, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Nous, avec ma coéquipière, c'est vrai qu'on est impliqué dans beaucoup de projets pour casser surtout l'image que les personnes peuvent avoir ou percevoir du beach volley. Et pour nous, c'est important parce que sur le terrain, c'est un des sports, je pense, les plus physiques en termes de cardio sur une durée courte. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est sur le sable. Se déplacer sur le sable, c'est pas facile. D'autant plus qu'on n'est que 2 et qu'au final, notre terrain fait juste 1 m² de moins qu'une équipe de volley où elles sont 6 avec 6 remplaçants. Nous, on est 2, on n'a pas de remplaçants. Si l'une se blesse, la compétition est terminée ou alors il faut serrer les dents. On n'a pas non plus droit au coaching pendant les matchs. Donc, c'est vraiment un sport à part entière que d'ailleurs, pour moi, on ne peut même pas comparer au volley de salle parce que ce ne sont pas les mêmes règles, ce n'est pas le même environnement. Donc non, c'est tout sauf un sport de plage et c'est surtout un sport très physique. Avant d'être technique, c'est un sport qui demande une adaptation physique et une condition physique assez importante. Allez, on va essayer de repasser à l'écran à 4 pour faire un peu votre bilan à chacun de cette Olympiade Tokyo et rebasculer vers Paris. Du coup, j'ai envie de me retourner à nouveau vers toi, Alexis. Je pense qu'on peut dire que Tokyo était vraiment une grande réussite pour toi. C'est quoi tes souvenirs? Qu'est-ce que tu gardes de ce moment? Ouais, on peut dire ouais, que c'est plutôt une réussite. J'avais vraiment envie de passer en finale en allant là-bas. C'est chose que j'ai réussi à faire, même si c'était pas gagné d'avance, parce que j'avais la 24e perf ou 25e, donc une bonne première expérience. Et ce que je garde de là-bas, plein de choses. Tu vois tellement de choses différentes de ton quotidien que ouais, en retenir qu'une ou deux, c'est compliqué, mais franchement, je saurais même pas quoi dire. Mais déjà, le village olympique, moi, on m'entend toujours parler du village olympique, mais j'avais jamais vraiment vu ce que c'était. Et c'est vrai que quand tu arrives là-bas, ouais, c'est impressionnant. Tu vois tous ces bâtiments où tu te dis dedans, il y a que des athlètes. Tu as les drapeaux de chaque pays devant la fenêtre pour montrer que tu es chez toi un peu. Et ouais, c'est vraiment immense. Et tu te dis, putain, un endroit qui regroupe autant de champions que je regardais à la télé il y a encore un an, c'était incroyable d'y être. Donc ouais, non, je retiens beaucoup de belles choses et j'ai juste une envie, c'est d'y retourner. Et en plus, j'espère avec un stade plein en France, ça peut être que top. Valentin, pour toi, justement, la différence d'approche entre Rio et Tokyo, comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? Rio, c'était un peu les yeux grands ouverts, on découvre, et Tokyo, tu savais ce que tu avais à faire, ou il y avait quand même une petite touche, une petite saveur olympique qu'on retrouve à chaque fois? Ouais, Rio, c'était ma première expérience. Je réalisais un rêve, comme aller arriver dans un village, avoir ouais, tous les plus grands champions sur la Terre concentrés dans le même village, c'était juste fou. L'ambiance au village était assez sympa, croiser des champions partout, des médailles partout, ça, j'en avais plein les yeux. Et en fait, arrivé sur ma compète, j'étais plus spectateur que acteur. Et j'avais adoré l'événement. Je passe à côté de la compétition, mais j'avais adoré. J'avais toute ma famille qui s'était déplacée, qui avait fait le voyage. J'ai ma compagne qui fait vice-championne olympique. Donc derrière, on a fêté toute sa médaille. C'était juste fantastique. Derrière, on a fait la cérémonie de clôture au Maracana avec tous les athlètes qui étaient au milieu, sans masque à l'époque. Et on a fait la fête au milieu du Maracana. C'est des choses qui arrivent jamais dans une vie. C'était assez dingue. Et l'ambiance là-bas était très carioca, quoi. Donc très festival, donc super ambiance. Au Club France, c'était vraiment sympa. Donc déçu pour l'objectif sportif, mais à côté, et pouvoir vivre une médaille de l'intérieur, c'était assez exceptionnel, c'était assez fou. Et du coup, après Rio, je décide de monter ma team pour pouvoir améliorer tout ça. Et Tokyo, j'arrive avec la team que j'avais prévue. Entre-temps, je reprends une deuxième étoile de champion du monde. Mais dans les 6 derniers mois, je me fais mal au dos. Du coup, toujours pareil, arriver au village à Tokyo, c'était magnifique. Mais déçu de ne pas pouvoir exploiter tous les progrès que j'ai réalisés pendant ces 5 ans. Mais si j'ai souvenir à garder à Tokyo, je me vois le matin en sortant du petit déjeuner, il y avait toute l'équipe de France de judo qui revenait, qui partait du village olympique, tous leurs médailles autour du cou. Et
c'était que des visages heureux et fiers du travail qu'ils avaient accompli. C'était juste magnifique. Ça faisait une vague de bonheur qui m'avait traversé. Et rien que pour ça, c'était juste dingue. Après, il y a eu la cérémonie de clôture et le soir, je commençais à discuter avec une bénévole qui était en fait cuistot et qui avait demandé absolument à travailler au village. Et pour elle, c'était une fierté de pouvoir travailler là, d'être au milieu des sportifs. Et en fait, on voit aussi la partie humaine de ces bénévoles qui sont là et qui vivent l'événement à fond, qui donnent le meilleur pour nous. Et tout ça, même s'il n'y avait pas de public, bah ouais, j'ai pris ces belles énergies. Et à Paris, rajouter le public, bah, ça peut être juste fantastique. En plus, les lieux de compétition vont être assez ouf. Donc, je pense que ça peut être vraiment Château de sympa. Versailles pour toi. Ouais, Château de Versailles, Saint-Quentin. Ça va être un peu moins sympa Saint-Quentin, mais Château de Versailles, ça va être juste dingue, quoi. Mhm. Avoir l'occasion de monter à cheval dans les jardins du Château de Versailles, nager, courir, c'est juste exceptionnel. Ça arrive une fois dans la carrière. Après, le beach volley en bas de la Tour Eiffel, je pense que ça peut être fou. Pas mal aussi. Pas Je mal crois que aussi. les lieux vont être assez emblématiques et je trouve ça vraiment canon, quoi. Ouais, il y a vraiment le côté Du- historique en plus à Paris qui va jouer quand même. On va jouer dans des lieux complètement gravés dans l'histoire et je trouve ça vraiment je trouve ça magique. Et du coup, Et pour toi, demain, ça Alexia, commence. ouais, ouais, c'est clair. Bah là, J-1000, ça paraît à la fois Demain, beaucoup et en même temps un peu énorme. Ouais, mais demain, il y a le marathon pour tous qui ouvre. Parce qu'en plus d'avoir les épreuves pour les Mm. sportifs qui seront qualifiés, il y a un marathon qui est ouvert au grand public. Et demain, ils font la première épreuve sur les Champs-Élysées avec Kipchoge, le recordman du monde du marathon. Et du coup, c'est une épreuve de 5 km avec les premiers dossards à remporter pour des gens de tout horizon. Je trouve ça assez génial de sortir un peu la compétition et de la donner accessible au plus grand nombre. Je trouve que ça va être génial à vivre, quoi. On va en parler rapidement par la suite. Je voulais juste aborder un peu avec Alexia comment toi, tu avais vécu ces JO avec une qualif, tu t'es pas passé loin. Quelque part, tu as eu ta place. Est-ce que tu as réussi à les suivre, à les savourer? Est-ce que tu as regardé le beach volley? Est-ce que tu as regardé d'autres sports? Comment est-ce que tu les as vécus? Premièrement, je les ai vécus, cette qualif, moi, elle a eu un goût énormément amer de faire tant de travail pendant tant d'années et au final, le jour où on doit être à 100%, où c'est le plus important, ne pas être présent. Euh, Surtout que nous, c'était la Continental Cup, donc on était sur une qualif à 2 équipes et les 2 équipes n'ont pas été au rendez-vous. J'ai eu la chance de faire quand même les Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine. Et quand je vois ce qui est fourni et proposé pour des athlètes qui ont moins de 18 ans, je me dis, waouh, il me tente vraiment de vivre la même expérience qu'eux, ça me donne réellement envie. Rien qu'à 16 ans, nous, on arrivait exactement pareil, un drapeau, des immeubles entiers d'athlètes. C'était vraiment quelque chose de magique. Donc non, ça me motive encore plus pour pouvoir les vivre. En tout cas, je les ai suivis à la télé, tous les sports confondus, jusqu'au skateboard. Et non, c'était super. Et ça, voilà, les premiers jours ont été difficiles, vraiment un petit goût amer, une petite déception. Et après, je me suis dit, c'était juste pas le bon moment. Et question de timing. Mais en tout cas, à Paris, on sera là. On a une question dans le chat sur votre avis sur le logo de Paris 2024 avec ses couleurs uniques qui changent des précédentes éditions. Alors c'est vrai que moi j'aimais bien le logo de la candidature avec la tour Eiffel un peu stylisée. Un petit peu plus compliqué le logo officiel. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont importantes pour vous ou si c'est pas forcément quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance. Ouais, bon, non, moi, franchement, j'avoue que j'y ai pas porté plus d'attention que ça. J'en ai déjà assez de me concentrer sur ce que j'ai à faire et sur moi-même. Donc, le logo, non, je m'en suis pas spécialement préoccupé. Alexis, tant que ton micro est ouvert, on a parlé de Tokyo. Il y a eu forcément le retour à la maison, après le retour au quotidien, le retour à l'entraînement par la suite. C'était comment ces premiers jours, ces premières semaines après une des expériences les plus incroyables, je pense, qu'on puisse vivre dans une vie d'athlète ou une vie tout court. Il doit y avoir une petite sensation bizarre quand on repose les valises à la maison. Ouais, un peu particulier. On nous avait un peu prévenu que les jours d'après pouvaient être un peu difficiles, un petit coup de blues, etc. Après avoir après avoir vécu des choses aussi intenses. Moi, j'ai très très bien vécu les premières semaines en rentrant parce que j'avais fait une saison super longue. J'étais content en fait de
de pouvoir me relâcher un peu au niveau de l'entraînement, de pouvoir fêter toutes les belles choses que j'avais fait pendant la saison avec mes amis, ma famille, etc. Donc super content. Et après, c'est vrai que quand il a fallu retourner à l'entraînement, et ben là, je me suis dit, ça a été un peu compliqué, un seul objectif en tête, c'était les Jeux Olympiques. Et là, de repartir à l'entraînement, de pas avoir d'objectif, on va dire, à court terme, c'est pas spécialement évident et c'est plus dur de se motiver tous les jours. Donc voilà, les premières semaines de reprise n'ont pas été évidentes. Mais après, voilà, je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Et je sais que, comme on a dit, Paris, c'est dans 1000 jours. Ça paraît long, mais c'est demain. Et donc, faut pas perdre de temps. Et voilà, ça m'a permis de repartir à l'entraînement et voilà, d'être encore plus motivé. Mais c'est vrai qu'il y a une petite période un peu pas évidente, on va dire. Et qu'est-ce qui te fait remettre les chaussures, redonner l'envie de partir à l'entraînement? Est-ce que tu te dis, en 2022, on a les championnats d'Europe et les championnats du monde? Ou est-ce que déjà, c'est, même, bon là, c'était encore plus loin, c'était 1100 peut-être jours, mais dans 3 ans, c'est déjà Paris. C'est quoi la petite étincelle qui te donne envie? Ouais, je pense au début, c'était plus Paris. Je me suis dit, voilà, je suis très content de ce que j'avais fait à Tokyo. Mais voilà, je suis un compétiteur et j'aspire toujours à faire mieux. Et je me dis, si décrocher une médaille à domicile, ça serait juste incroyable. Donc voilà, donne-toi les moyens, donne tout ce que tu peux tous les jours. Et il y a comme ça que tu pourras y arriver. Et après, là, c'est vrai que maintenant, voilà, je me suis un peu, on va dire, plus focalisé sur les objectifs qui vont arriver plus vite, qui sont cet été, championnat d'Europe et championnat du monde, qui sont très importants dans la préparation pour Paris. Des grands championnats, tu peux pas en vivre beaucoup. Il y a que ça qui te prépare vraiment à ça. Et donc, voilà, les championnats du monde cet été, je vais pouvoir, j'espère, si je me qualifie, encore enchaîner série et finale. C'est des choses ça qu'on fait jamais. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus défaut en finale, je pense, c'est que d'enchaîner 2 courses à ce niveau-là en aussi peu de temps, j'avais jamais fait et ça a été très compliqué. Donc voilà, c'est en faisant que ça va venir. Et donc voilà, c'est des objectifs à court terme comme championnat du monde, championnat d'Europe, mais dans le but d'être le plus performant possible à Paris. Valentin, tu retrouves un peu tes sensations aussi dans ce que raconte Alexis et le côté bah, les premiers jours on savoure un peu, ou alors on est un peu dans la digestion de la déception, en fonction de comment ça s'est passé. Mais après, très vite, il y a une nouvelle préparation, une nouvelle envie qui s'installe. Ouais, tout à fait. Après, on rentre d'un gros événement, ça nous arrive jamais d'avoir autant un condensé d'énergie. Le village, les jeux, c'est du haut niveau aussi émotionnel. Et du coup, quand tu reviens dans ta vie de tous les jours, bah, il y a un gros down, quoi qu'il arrive, que ce soit avec une médaille ou sans médaille. Et bah, c'est une partie quoi qu'il faut gérer. En 2016, j'étais pas accompagné. Là, en 2020, j'étais accompagné de ma psychologue, Myriam Salmi, avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans. Et ça m'a beaucoup aidé à passer cette période. Je sais que je stagne pas dedans, mais elle est logique après un événement de cette ampleur. À peine on revient, on nous dit déjà demain c'est Paris. Mais bah, il va falloir reprendre l'entraînement tranquillement, y aller par étapes. Et puis moi, au-delà des résultats, à chaque fois que je vise, c'est d'abord essayer de progresser dans chaque épreuve. Et en progressant dans chaque épreuve, inéluctablement, le résultat, il augmente à l'arrivée. Donc, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Mais ouais, ça fait rêver Paris, les jeux à la maison. Quand il y a l'ambiance qui va prendre tranquillement, j'espère, autour de ça. Et bah, ça va être assez fou, quoi. Alors Valentin, justement, j'avais une petite question, moi, sur les épreuves. Oui. Parce que tu nous disais que justement, sur les épreuves, le cheval était tiré au sort. Du coup, quand tu t'entraînes toujours avec le même cheval ou c'est pareil, tu essayes de changer pour apprendre à mieux gérer Ouais, non, j'ai jamais monté le même cheval. Même je sais pas travailler un seul cheval. Depuis jeune, j'ai appris à monter à la garde républicaine à Paris. Donc, du coup, il y a 200 chevaux à disposition, donc il y a vraiment de quoi tenir. Mais en général, pour des chevaux qui enchaînent sur des Coupes du Monde, on tourne sur une quinzaine, vingtaine de chevaux et on tourne à chaque séance. Du coup, bah, en fait, on n'essaye pas de progresser avec un cheval, mais plutôt d'avoir une équitation qui est capable de s'adapter à chaque monture. Et le seul passe son équitation, mais c'est juste de checker en 20 minutes les points forts du cheval, ses points faibles, aller à fond dans ses points forts et s'adapter, même s'il faut que tu sois à l'envers sur le cheval. Mais si c'est les meilleures conditions pour lui, pour qu'il saute le mieux, bah, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, c'est là que ça demande de l'expérience et du temps. C'est un peu un speed dating de 20 minutes, quoi. C'est plus toi qui t'adaptes à l'animal au final que l'inverse, quoi. Ouais, tout à fait. ça avait été un peu décrié, le mot est peut-être un peu fort, mais il y avait une image assez forte, une des images de ces JO avec une pentathlète allemande qui était du coup
en tête, je crois d'ailleurs, au moment de l'épreuve d'équitation, et qui n'avait pas du tout réussi à communiquer avec son cheval, qui avait juste abandonné après l'équitation, qui avait perdu tous ses points. Et après, a priori, il y a eu des scènes de violence où l'encadrement de l'Allemande avait frappé le cheval. Ça avait été, j'imagine, un moment un petit peu compliqué aussi pour tous les pentathlètes, de se dire, bah, on n'a pas envie d'être vu comme ça, quoi. Ce Ouais, côté, ce tout à qui fait un fait. peu l'essence de notre sport, peut aussi nous faire du tort parfois. Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'y travaille au quotidien, ça, de redorer cette image du pentathlon. Moi, j'ai eu la chance d'être né avec plus de 200 chevaux au quotidien autour de moi. Donc, j'ai grandi et j'ai appris à vivre avec des chevaux. Mais ce qui est malheureux en pentathlon, c'est que le tour est assez compliqué en compétition. Il y a des nations qui n'investissent pas dans cette épreuve et qui se retrouvent à arriver sur des Jeux Olympiques sans avoir le niveau nécessaire pour passer le tour. Et du coup, ça devient un peu du petit bonheur la chance, sauf que c'est pas une moto, c'est un animal vivant et bah, ça pêche un peu. Je pense qu'au niveau des règles internationales, il faudrait que ça évolue un peu et que ça soit plus sélectif. Aujourd'hui, ça l'est pas assez et on le voit encore au jeu. Après, sur le cas de l'Allemande, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a récupéré un cheval d'une Russe et la Russe n'avait pas réussi à sauter. Sauf qu'il manque dans la règle au jeu la possibilité de faire sortir le cheval. Ça m'était arrivé au championnat du monde en 2017. J'arrive sur le tour avec mon cheval et il y a des drapeaux qui bougent. Il a pris peur, il a plus voulu sauter. Et bah, du coup, je me suis pas acharné sur le cheval. Au bout de 15 secondes, bah, j'ai salué, je suis sorti. C'est ce qu'aurait dû faire l'Allemande. Et elle l'a pas fait, donc ça manque un peu d'élégance. Mais voilà, remis dans le contexte, elle était en tête. Bah, ça pêche un peu. La règle, elle est pas au top, mais ça va évoluer. Là, je pense que ça a été une bonne remise en question au niveau de la Fédération internationale qui va faire évoluer les règles pour Paris et pour qu'il y ait plus de règles et que ces cas-là n'arrivent plus. Mais sinon, après, pour le cas de sa coach, en fait, c'est sa coach qui était énervée, qui a voulu pousser le cheval. Et sous les caméras, on voit juste une seconde où elle arrive avec son poing sur le cheval, mais c'est juste n'importe quoi, quoi. C'est complètement dépassé. Elle a été prise par l'enjeu, par les émotions. Et tout ça, au-delà de travailler sur les règles, aussi à travailler sur l'élégance, parce que tous en compète, bah, on doit aussi accepter les éléments extérieurs. Si je me blesse, je vais pas en vouloir la terre entière, je m'arrêterai sur le côté. Et c'est dur, c'est clair qu'avec les émotions à max, c'est difficile de se dire ça, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire le plus. Et puis voilà, mais je pense que ça vient aussi chez les jeunes, avec les jeunes en club, en leur amenant les meilleures valeurs et que ça reste qu'un jeu. Et le but, c'est de donner le meilleur et ça s'arrête là. Et donc, on a ce côté adaptabilité, adaptation qui fait partie de la vie de tous les sportifs de haut niveau. Mais dans les 1000 jours qui nous restent avant Paris 2024, bah, un des enjeux pour toi, Alexia, c'est justement au contraire de continuer à cultiver cette complicité avec ta coéquipière, de créer des automatismes. Et donc, on a vraiment deux choses totalement différentes, mais qui vont vers le même objectif. C'est ça un petit peu une des clés aussi du beach volley. Oui, c'est sûr que, bah, comme je le disais précédemment, on est deux sur le terrain et puis c'est un sport où on voyage beaucoup, on est rarement sur Toulouse. Je pense que sur 12 mois, il y a bien 7 mois, on est à l'étranger. Donc, vous imaginez bien que si vous n'entendez pas avec votre partenaire, alors que vous êtes dans les mêmes chambres d'hôtel, vous mangez avec, vous entraînez avec, vous faites les compétitions avec. Enfin, c'est pire qu'une relation de couple, hein, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment, voilà, ça demande du temps, ça demande aussi de la patience, de la conciliance, beaucoup de choses comme ça. Donc, oui, c'est continuer à cultiver. Bah, déjà, à s'apprendre mutuellement comment l'autre réagit, comment interpréter les choses, en discuter. Donc, pareil, on s'est accompagné d'une psychologue, d'une prépa mentale également, pour aussi apprendre à passer ces étapes. Donc, non, continuer à cultiver notre amitié, parce qu'on a de la chance d'être amis en dehors, mais se laisser de l'espace aussi quand on peut. Ça, c'est important, que je pense, comme tous les sportifs, on a besoin de temps en temps de respirer seul, de se recentrer sur soi-même, ses objectifs, voilà, plein de choses comme ça. Donc, non, on va essayer de continuer dans le bon chemin, en tout cas, toutes les deux. Ça fait déjà 6 ans. 6 ans que c'est déjà pas mal. Et on va essayer, en tout cas, d'aller jusqu'à Paris et puis pourquoi pas Los Angeles. On a une petite question de Babas qui nous demande
si vous vous sentez assez soutenu par vos fédérations respectives, est-ce que vous avez les moyens de réussir? Par exemple, je sais, toi, Alexis, la fédération d'athlétisme a quand même été vachement critiquée pour plein d'aspects depuis les mondiaux de 2017, on va dire. Toi, tu n'as pas forcément été parmi les plus méchants, les plus virulents. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, c'est sûr qu'à la fédé d'athlètes, là, c'est un petit peu compliqué du fait des résultats, on va dire, très moyens de Tokyo et des championnats d'avant. Là, c'est en reconstruction, on n'a pas de DTN, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, je pense pas que ça soit la faute spécialement de la fédé. Certes, peut-être on peut toujours faire mieux, mais je pense que faut accepter que là, on est un peu dans un creux. Il y a des générations qui sont moins bonnes et où il y a moins de résultats. Et je pense que là, on est en train de passer d'une génération à une autre où bah, les anciens commencent à être un peu anciens, la génération de Renault, etc. Où du coup, voilà, c'est dur d'être performant. Et après, il y a la génération derrière où il y a beaucoup de jeunes très talentueux, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Donc voilà, il faut attendre, il faut faire le dos rond, continuer de bien travailler. Après, voilà, moi, je peux rien dire contre la fédération. Ils ont toujours été là quand j'ai eu besoin. Je pense que je suis bien accompagné et moi, je mettrai pas ça sur leur dos, en tout cas. Peut-être Valentin, un mot là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est aussi de. T'as l'impression que tu as tout ce qu'il faut matériellement pour tirer 100% de ton potentiel, ou est-ce que parfois tu dis ça aurait pu être un petit peu mieux, un petit peu plus abouti? Bah, ça tend à s'améliorer, c'est un travail de tous les jours, hein. En 2016, j'avais dû prendre la décision de prendre un entraîneur à extérieur. On avait réussi à être accompagné par la fédération, mais bah, c'est au quotidien où on doit faire avancer ses idées, convaincre. Et bah, ça prend un peu d'énergie. Et en tant que sportif, on le vit toujours plus ou moins bien, mais bah, ça fait partie du jeu et il faut arriver à le faire parce qu'une carrière, c'est vite passé. Donc non, râler contre la fédération, non. Mais bah, c'est des relations qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler au quotidien. Du coup, en 2016, on était passé sur un mode tout autonome. Là, notre fédération est revenue sans médaille. Maintenant, on est sur un mode un peu hybride où on aura une partie en autonomie, une partie avec le collectif France. Je pense que c'est intéressant parce que ce qui nous a manqué, nous, dans notre sport au jeu, c'est pas avoir cette cohésion dans l'équipe de France. Et du coup, faire ce travail-là dès maintenant et pendant les 3 années, je pense que ça va être primordial. C'est important. Moi, j'ai vu les Anglais dans le sport qui ont gagné chez les hommes et chez les femmes, où il y avait une vraie team, une vraie cohésion. Et là, au-delà des athlètes, bah, ça passe aussi par les dirigeants qui doivent cultiver et nourrir ces relations, ces communications. Donc, je pense que ouais, c'est tout le monde qui doit travailler. Et sinon, le duo, il fonctionne pas. Mais je pense que c'est comme en beach volley. Je pense que si tu t'entends pas avec ta partenaire, ça peut pas le faire. Donc, ouais, chacun sa singularité. Mais je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec la fédération. C'est que quand on se met autour de la table, le but, c'est de gagner. Donc là, on se met d'accord et on avance ses idées, on essaie de co-construire. Et puis voilà, c'est un travail de longue haleine. Ça, on apprend tous les jours et c'est sympa aussi d'échanger avec d'autres sportifs, d'autres sports parce que souvent on a les mêmes ressentis et ça rassure dans son parcours finalement. Et les fois où j'ai plus été en désaccord finalement et que j'ai tenu et que j'ai avancé, c'est derrière que j'ai eu mes plus grosses performances. Donc non, pas aller au conflit tout le temps, pas aller en frontal. Mais voilà, on est des champions, on est des sportifs, on a des convictions, donc aller au bout de ses convictions, oui, et bah, de la meilleure manière possible. Et donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Allez, il est déjà 21h16. Je vous avais promis que ça serait pas trop long. Parce que déjà, vous avez déjà des compétitions, ou en tout cas des déplacements prévus demain. On va aller du moins sérieux au plus sérieux. Donc, on va recommencer avec toi, Valentin. Tu nous as un peu déjà parlé de ce marathon pour tous demain. Tu vas être du coup meneur d'allure sur un 5 km. Raconte-nous un peu l'idée de cette compétition, de cette course. Ouais, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a Paris 2024 ouvre un marathon pour tous dans 3 ans pour les Jeux. C'est la première fois que tout public aura l'occasion de s'essayer, de pouvoir prendre le départ des Jeux Olympiques. Et pour décrocher les premiers dossards, bah, il y a une première course demain avec rien que Eliud Kipchoge, le recordman du monde du marathon au départ. Donc le principe, c'est qu'il y a plusieurs sas d'allure. C'est un 5 km. Plus on court vite, plus on part tard. Et le dernier à partir, c'est Eliud Kipchoge, recordman du monde.
Et tant qu'on est devant lui, on peut remporter son ticket et aller au jeu. Et dès qu'on est dépassé, on est éliminé. Donc, moi, je pars dans le dernier sas avec les meilleurs coureurs. Mon but, ça va être de les encourager, les pousser. Et puis les amener au maximum en tête. Et puis voilà, ça va être sympa, mais je suis content de partager ça. J'espère moi aussi arriver devant lui parce que C'est pas je suis gagné. que pentathlète, je suis pas athlète et sur 5000, ça va aller très très vite. Je crois qu'il part qu'une minute derrière moi. Bon, après, je Ouais. pense qu'avec l'organisateur, les allures vont être posées, donc je pense pas qu'il va aller à fond de bout en bout parce qu'il y a quand même 3000 personnes à doubler. Mais je sais que dans le dernier kilomètre, il est tout seul dans son rail, donc ça va aller assez vite. Mais moi, je me lance, moi j'y vais pour m'amuser, pour partager avec tout le monde. Et puis dans l'absolu, je veux pas faire. J'espère que je ferai pas le marathon pour tous, mais que je ferai bien le pentathlon au jeu. Donc ce dossard, j'attends pas derrière tout de suite. Non, c'est vraiment l'idée de pouvoir engager et que ça démarre bien Et pour du coup, cette pour donner nouvelle un ordre montagne. d'idée à ceux qui nous suivent, tu pars sur quoi comme temps à peu près aux 5 km? T'as une idée? Bah, j'aimerais bien être à 16,40. Ça va être du 3 minutes 20 au kilomètre. Je pense qu'en début de saison, ça devrait aller. Plus vite après, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai que 2 semaines d'entraînement et 2 mois et demi de vacances. Donc, je vais y C'est la aller mollo. reprise. Mais Bah, c'est déjà pas mal, Alexis, quand même, ouais, tout à fait. 16-40, ça court. Ouais, ça va, c'est de la course à pied. Ouais. On a une question pour toi, justement, de Alexis, un autre Alexis, il y en a beaucoup. Euh, Très bon coureur de 400-800 du côté du Stade Rennais Athlétisme, qui nous demande si tu cours le championnat, donc sous-entendu, de cross-court, le championnat de Bretagne de cross-court demain à Carhaix, qui est quand même, bon, je suis un peu chauvin, mais le plus beau championnat régional de cross de France. Non, tu ne seras pas à Carhaix, mais tu seras à Pontcharra. Ouais, exactement. Non, ouais, je vais pas aller en Bretagne quand même pour faire le cross. Mais ouais, je fais les championnats régionaux de cross court demain. Ça fait l'occasion de remettre un dossard. J'ai repris l'entraînement il y a un petit moment maintenant. Je suis pas encore dans un niveau de forme incroyable, mais correct. Donc voilà, je pense que c'est bien de remettre un peu le pied sur les compètes. Il y a rien qui remplace cet effort-là à l'entraînement, donc c'est important de garder le contact avec la compétition. Ça sera l'occasion demain. Et du coup, même si l'athlète, c'est un sport individuel, ça me permet de donner un petit coup de main à l'équipe pour se qualifier au championnat de France qui auront lieu 2 semaines plus tard à Montauban. Donc voilà, si je peux donner un petit coup de main à l'équipe, moi me faire une petite compète avant de partir en stage, bah, c'est top. Donc on a les Champs-Élysées, l'Isère et le Brésil avec Alexia. Du coup, tu t'envoles dès demain. Raconte-nous un peu le programme de ces 15 jours. Eh ben ouais, demain on part pour le Brésil. C'est nos 2 dernières compétitions de l'année. 2 compétitions, dont une très importante qui est internationale et qui du coup compte déjà nous pour les Jeux de Paris 2024. En plus, on est dans le tableau principal, donc là on a une énorme opportunité en termes de points pour gravir des places dans le ranking. Donc pressé d'y être et à la fois je laisse venir la compétition pour ne pas non plus être prise au dépourvu au moment voulu, quoi. Donc tu me disais un petit peu avant l'émission que là, vraiment, tu vas arriver face au top niveau mondial, quoi. Le Brésil, c'est vraiment la nation numéro 1. Et le niveau d'entrée dans la compétition, c'est à peu près ton niveau à toi avec ta partenaire. Alors sur le premier tournoi, c'est un tournoi exclusivement brésilien, donc que des équipes brésiliennes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe numéro 15-20 du Brésil se rapproche très fortement de notre niveau, oui. C'est un sport qu'elles pratiquent depuis qu'elles ont appris à marcher, je pense, sur le sable. Donc, il faut savoir qu'au Brésil, il y a plus de licenciés au beach volley qu'au football. Beaucoup de gens pensent l'inverse, mais non, c'est bien le beach volley qui est le sport le plus connu là-bas. Donc, non, la première compétition, c'est bien. On rentre sur le circuit national et sur le circuit brésilien. Du coup, un bon entraînement avant d'entamer la compétition la semaine d'après, qui elle est internationale et compte pour les Jeux. Allez, une toute dernière question, pardon, je me mélange les pinceaux. Pour Alexis, est-ce que Montauban, c'est un vrai objectif ou est-ce que c'est plus histoire de faire des séances un peu spécifiques, des bons entraînements pour les objectifs qui seront plutôt du coup pour toi sur la piste l'été prochain? Bah, du coup, je serai pas à Montauban vu que Ah, je et ben pars en stage la au réponse Kenya. est simple. Je pars au Kenya lundi, ouais. Donc non, non, ouais, Montauban, ça sera pas un objectif du tout. Je vais pas les faire.
Et ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les noms, tout ce qu'il faut savoir sur Twitter, Instagram, Facebook. Donc, prochaine émission, dans une dizaine de jours, on vous retient probablement avec Valentin aux alentours du lundi 8 novembre. Donc, encore merci d'avoir été avec nous à tous les trois. Bon voyage, bonne course, bon début de préparation olympique. On peut appeler ça comme ça. J-1000, on est reparti. C'est parti. Ça fait quelques séances. Il y a encore du travail. En tout cas, on vous remercie encore de vous être lancé dans l'aventure avec nous. On vous souhaite.